Tout ou risque, une vétofiction financée par AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire, composée du SNVEL et des organisations syndicales de salariés représentatives, CFDT, CFECGC, CGT, FO et UNSA. Bonne écoute. Il est 7h du matin. La lumière du jour traverse à peine la vitre embuée de la salle de bain. Sous l'eau brûlante, Vincent tremble. Ça fait 4 ans qu'il fait ce métier, dont 3 dans cette clinique. Et jamais il n'a douté à ce point. Continue, termine, ça va tenir. Putain, quelle poisse, la matrice tient pas. Vincent maudit cette garde, il maudit cette journée, il maudit Michel, il maudit cette vache. Il se demande comment il aurait pu mieux faire. Qu'est-ce qu'il aurait pu changer pour éviter ce scénario catastrophe? Il se revoit devant l'animal immobile. 3h du matin, l'odeur de paille mouillée et de boue, la vache qui ne tient plus, le veau qu'on tente désespérément de maintenir, l'atmosphère lourde et électrique, la sueur qui perle à son front, Michel qu'il fusille du regard, son cœur qu'il sent cogner contre sa poitrine. Vincent se dit qu'il donnerait tout pour revenir en arrière. Refaire les choses avec plus d'assurance. Il aimerait oublier cette nuit, dont le souvenir lui colle à la peau comme une matière visqueuse. Mais il n'arrive pas à arrêter le film, comme une vidéo qui reste sur play en continu. Et d'un coup, il craque. Malgré ses 90 kilos, son physique de bûcheron, sa carrure imposante, il a l'air d'un petit garçon dans cette salle de bain mal éclairée. Les larmes se mettent à couler. Pas les petites larmes qu'on ravale, non. De ces pleurs qui secouent tout le corps, de ces pleurs qui viennent des tripes. Pourtant, ça ne lui ressemble pas, tout lâcher comme ça. On lui dit souvent que c'est un gars solide. On pourrait croire à un deuil ou une très mauvaise nouvelle tant Vincent est secoué. Mais non. Vincent pleure parce qu'il sait que cette nuit, quelque chose a mal tourné. Il se demande comment il a pu être aussi nul et ressasse la scène. C'est un bon rien, Vincent, c'est ta faute. Termine, ça va tenir. Continue, termine, ça va tenir. Continue. Il voudrait tout arrêter, tout recommencer, tout effacer. Je te l'avais dit que ça allait être la merde. Ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Et je vais tout vous raconter. Je suis Leïla Assaghir, vétérinaire et consultante en sécurité des soins. J'ai créé Tout ou risque pour vous inviter à parler de tout, vraiment tous les risques. Ceux qui touchent nos patients, mais aussi ceux qui nous touchent nous, les soignants. Il était 20h passées, je rentrais du boulot et On m'a dit que c'était rare, mais ça arrive. Mais je me sentais même pas fatiguée. C'est un bon à rien, Vincent. Ça fait 3 ans que je me nourris de témoignages de vétérinaires et d'ASV sur les facteurs humains qui impactent leur quotidien. À partir de leurs histoires, j'ai décidé de faire des récits. Adèle, réagis, Mais tu vas bordel. éponger là, on n'y voit rien. J'ai le regret de vous informer qu'une plainte a été déposée à votre encontre. Ils mettent en lumière ce que nous vivons sur le terrain pour mieux comprendre ce qui se joue et redonner du pouvoir d'agir là où on se sent souvent démuni. Je vous propose qu'on fasse un petit retour dans le temps avant que tout ne bascule. 3, 2, 1, je vous emmène. Mercredi 7 janvier, 3h du matin. Vincent entend le bruit strident du téléphone qu'il sort d'un sommeil profond. Il avait besoin de ce temps de repos après cette longue journée. Le genre de journée où, en plus des dizaines de rendez-vous planifiés, on gère urgence après urgence, comme si tous les animaux avaient décidé de tomber malades le même jour. Il avait fini en retard, comme d'habitude. Il venait de rentrer chez lui à 20h passées, complètement rincé. À peine le temps de manger un bout que le téléphone de garde sonnait déjà. Direction chez Michel, pour aider une vache à mettre bas. Le veau était un peu gros, mais il a fini par sortir avec la veileuse. Janvier, c'est la période aussi. Faut être sur le qui-vive. Il avait enchaîné par un chien qui avait mangé du chocolat, qu'il avait dû faire vomir, puis sondé un chassuf qui n'urinait plus. Le tout sans même avoir eu le temps de boire son café de la soirée, qu'il attendait complètement froid. De retour à la maison, il s'était couché, épuisé. Alors, quand à 3h du matin, Vincent voit le nom de Michel s'afficher sur son écran, il sait qu'il va devoir y retourner.
Et ça ne l'enchante pas. Il se dit que le sort s'acharne à le renvoyer chez Michel. On dit dans la région que cet éleveur est maudit. C'est toujours chez lui qu'arrivent les catastrophes. Tu vas voir, ça va être pour ta bonne. Vincent a comme un mauvais pressentiment. Allô, Vincent ? Faut que tu reviennes, là. J'ai encore une vache, on ne vous sort pas. Ok, bon, prépare-moi le matériel comme d'habitude. Je peux être là dans 20 minutes. La vérité, c'est que Vincent n'avait plus d'énergie. 4 pauvres petites heures de sommeil. Autant dire que malgré son physique de costaud, son corps, lui, a du mal à encaisser. Et quand on a affaire à Michel, mieux vaut avoir la pêche. Enfin, quand faut y aller, faut y aller. Il est 3h20 du matin lorsque Vincent gare son pick-up devant la ferme d'Elvaux, au cœur de la nuit noire. L'hiver vient d'entamer son règne. La lumière du spot extérieur découpe la cour en triangle tranchant. Une bruine froide et épaisse qui s'infiltre dans les vêtements comme un remords dans la conscience. L'air est humide, comme toutes les nuits hivernales dans la Meuse. Mais au moins, ça réveille. Les charolaises, Vincent les connaît bien. Il a travaillé 1 an dans la Nièvre en sortie d'école. Donc cette race, c'est un peu comme son premier amour. Il maîtrise les gestes, connaît bien les bêtes. Un gars qui sait y faire, quoi. Michel attend dehors, d'un air maussade, et Vincent sent une petite boule de stress se loger bien douillettement au creux de son estomac. Monsieur Delvaux est un homme d'une 50aine d'années, toujours très propre sur lui. Vêtements impeccables, barbe bien taillée, posture droite comme un piquet, son visage est fermé, ses lèvres semblent éternellement pincées, et ses sourcils fins forment un arc qui lui donne un air sévère. À bien le regarder, ses rides profondes semblent avoir gravé dans sa peau un mécontentement permanent. Michel dit bonjour 1 fois sur 2, et clairement cette nuit, c'était pas le bonjour. Dans le coin, tout le monde le connaît. Cash, râleur, et toujours méfiant, prêt à accuser dès que quelque chose tourne mal. Le genre qui t'accueille avec un... Bon, cette fois-ci, tu me tues pas la vache, hein. Le genre d'homme qui vous regarde agir en vous faisant sentir que la moindre erreur, il vous la fera payer en 1000. Alors qu'il appelle toujours trop tard, dans des conditions les plus pourries. Ouais, Vincent, j'ai besoin que tu me dépannes, là. Oui, c'est urgent. Au moment où les risques sont les pires. Comme ce soir. Quelle poisse. Vincent le connaît depuis qu'il est arrivé dans la région. 3 ans à avaler ses soupirs, ses accusations, sa méfiance. À la clinique, on a des éleveurs plutôt cool. Et puis, il y a Michel. Il est tellement éreintant que les collègues tirent à la courte paille pour savoir qui va s'y coller. Jeunes, vieux, hommes, femmes, tout le monde en prend pour son grade. C'est le genre de personne qu'on aurait bien viré de la clientèle, mais qui se retrouverait sans solution. Bref, la nuit s'annonçait lourde, et Vincent sentait en son fort intérieur que les choses allaient mal tourner. C'est original chez les Delvaux. Il y a 2 types d'élevage, des vaches laitières et des allaitantes. On accède à la salle de traite par une grande allée à gauche du bâtiment. Les conditions ne sont pas idéales pour les césariennes. Pas de stall, ni de bar à césarienne. Juste la vache couchée et attachée par un licol, à l'écart des autres, sur de la paille pas très propre. Mais au moins, c'est assez bien équipé autour. Une table pour poser le matériel, un éclairage pas trop mauvais, et de l'eau chaude accessible facilement. Rien d'exceptionnel jusque-là. Vincent a l'habitude de ce type d'intervention. C'est une routine qu'il connaît par cœur. On lève la vache, on s'habille, on la fouille, puis, si la césarienne est confirmée, on ouvre, on sort le veau, on vérifie qu'il va bien, puis on suture. On fait les injections et on repart à la maison. La technique est précise, rodée. Il a eu le temps de se faire la main lors de ses stages en Belgique, puis de pratiquer à chaque saison d'obstétrique. Bref, a priori, tout est au beau fixe. Pourtant, il aurait bien aimé avoir un peu plus d'assistance ce jour-là. Normalement, ils sont 3 pour ce type de manipulation. Vincent, l'éleveur, et son père, François, un ancien éleveur qui n'est plus tout jeune, mais qui aide bien plus volontiers que son fils pour la contention. Enfin, il est 3h du matin, et Vincent se dit qu'il ne va pas réveiller François aussi tard dans la nuit. Il faudra faire avec. Vincent, ganté jusqu'aux épaules, diagnostique une petite torsion. Pas énorme,
mais ça explique pourquoi le veau ne sortait pas seul du ventre de sa mère. Il défait la torsion. Le veau ne bouge pas beaucoup, mais semble vivant. J'espère qu'il faut pas tenir. Il est pas très tonique. Michel répond d'un soufflement agacé, tout en mettant un petit coup dans le jarret gauche de la vache qui piétine. Vincent sait que ça ne présage rien de bon. Généralement, quand elles piétinent, c'est qu'elles veulent se coucher. Mais chaque problème en son temps. L'urgence, c'est de sortir le veau. Vincent attaque sa césarienne. Au moment d'extraire l'animal, il demande à Michel de prendre les pattes et lui attrape la tête du veau. Son mauvais pressentiment ne le lâche pas. Ils le posent au sol et tout de suite, ils comprennent que quelque chose cloche. Le veau ne reprend pas son souffle. Vincent se baisse, le cœur tape, doucement, mais il tape. Il demande à Michel d'attacher les cordelettes aux pattes arrière. Pendant ce temps, il appuie sur le chanfrein pour sortir les glaires, puis il fait ventouse avec le plat de sa main contre le palais pour essayer d'en sortir le plus possible. À bout de bras, il pend le veau, la tête en bas pour qu'il dégueule ce qui lui reste dans les voies respiratoires. Le temps semble s'écouler au ralenti. Vincent a très chaud tout à coup. Il sent la sueur perler à son front et des gouttes glissent jusqu'en bas de son dos, complètement moite. Ils remettent le veau à terre et le frictionnent pour essayer de le faire repartir. Mais le cœur ne bat plus. Il devait être en souffrance depuis trop longtemps. Michel ne dit plus rien. Vincent sent la température monter d'un cran. Il a l'impression qu'un étau se resserre petit à petit autour de son abdomen. Je te l'avais dit que ça allait être la merde. Vincent maudit cette garde, il maudit cette journée, il maudit Michel, il maudit cette vache. Les piétinements de l'animal brisent le silence. Concentrés sur le veau, ils avaient presque oublié la mère. Elle chancelle. Michel court à l'avant et s'appuie pour essayer de retenir la vache. Vincent tente de la piquer au niveau des jarrets pour qu'elle reste debout. Mais c'est trop tard. La vache se couche, sur son flanc gauche, évidemment. Exactement là où Vincent avait fait son ouverture. La matrice ouverte se mélange à la paille souillée. Il se dit alors que vraiment, le sort s'acharne et que les planètes ne sont pas alignées. Mais alors, pas du tout. Ce mauvais alignement de planètes, comme le nomme Vincent, c'est ce qu'on appelle des menaces. Tous ces facteurs qui, sans être des erreurs, augmentent le risque que quelque chose tourne mal. Repassons le film ensemble. D'abord, il y a la vache. La vache qui piétine, qui oblige Vincent à diviser son attention entre la contention et la chirurgie. La vache qui se couche, d'un coup, et la procédure s'arrête net. Il faut revoir le plan opératoire. La vache qui se couche du mauvais côté, sur le flanc opéré, dans la boue, la merde, la paille. Le site est complètement souillé et le risque d'infection explose. Et puis il y a le veau, déjà mal en point. L'utérus est en torsion. Ça veut dire que le veau est en détresse. Il faut agir vite. Ensuite, il y a Vincent. Une journée démentielle dans les jambes et ce réveil brutal à 3h du matin. Il est crevé, cette fatigue sourde, tenace, qui grignote sa lucidité. Et puis il est stressé. La torsion à gérer vite. Le veau qui meurt, la vache qui se couche. Tout ce stress brouille ses priorités et parasite ses décisions. Et autour, il y a l'environnement. Le froid, l'humidité, qui engourdissent les membres et font perdre en précision. La litière qui n'est pas fraîche, un vrai nid à bactéries. Et le sous-effectif. Ils ne sont que 2 au lieu de 3. 2, ça veut dire moins de marge, moins de contention, moins de solutions quand quelque chose dérape. Et enfin, il y a l'éleveur. Bon, c'est ce que tu fais la vache. Michel. Michel qui fait monter la pression au pire moment. Chaque remarque affaiblit l'assurance de Vincent. Chaque regard complique la communication. Un éleveur qui appelle toujours trop tard, qui réduit, dès le départ, les chances de réussite. Toutes ces menaces, prises une par une, n'expliquent rien. Elles sont même banales dans la pratique vétérinaire rurale. Mais ensemble, elles créent un terrain glissant, où le moindre imprévu peut devenir un accident. Bon, mais franchement, à 3h47, Vincent n'a pas le temps de penser à tout ça. Dans son cerveau, c'est panique à bord. Avec un coup de pile, ce maudit électrostimulateur qu'il déteste, la vache accepte enfin de se tourner du bon côté. Dans les cas d'extrême urgence, et quand rien d'autre n'y fait,
Il n'y a pas le choix. Pas le temps de s'effondrer moralement, Vincent reprend le travail à genoux dans le froid. D'abord, nettoyer. Alors qu'il enlève à la main les débris de paille, Michel remplit le seau d'eau tiède et y ajoute de la chlorhexidine. Vincent rince comme il peut. La matrice est à peu près propre, mais très flasque, comme une méduse. Fragile, friable, presque déchirée d'elle-même. Il manquait plus que ça. Son regard se pose un instant sur Michel, dont le visage, encore plus fermé que d'habitude, semble dire « Si tu m'annonces encore une mauvaise nouvelle, je te dégoupille. » Place à la couture. Les mains dans les tissus, Vincent suture la matrice, en mode pilote automatique. Il est à bout de nerfs, fatigué, et effectue ses gestes machinalement. Le temps d'un instant, son cerveau se met en pause, comme figé dans un bloc de glace. Plus aucune information ne passe. Vincent jette un rapide coup d'œil à sa montre. Il est 4h12. Il donnerait n'importe quoi pour retrouver la chaleur de son lit à cet instant. Mais ça ne tient pas. Chaque point déchire un peu plus la matrice. Il vérifie régulièrement les points avec son doigt, plus le stress monte. Cette garde est sans fin. La neuroscientifique, Sonia Lupien, a identifié 4 facteurs de stress qu'elle résume sous l'acronyme CINE. C, le contrôle faible, réel ou perçu, de la situation. I, l'imprévisibilité d'un événement. N, la nouveauté, qui force à sortir de ses habitudes. E, l'ego menacé, quand l'image de soi est en jeu. Plus une situation cumule ces éléments, plus elle génère du stress. Et pauvre Vincent, la situation les cumule presque tous. Une vache, qu'on ne peut pas empêcher de se coucher. Un veau, déjà trop en souffrance qu'on ne peut pas sauver. Une césarienne, à finir sur une vache couchée et un éleveur qui vous regarde l'air de dire « T'es un bon à rien, Vincent, c'est de ta faute. » Vincent ressent une envie de fuir. Loin. Très loin. Parce que Michel est désagréable, parce qu'il ne sait pas comment il va arriver à suturer ce fichu utérus, parce qu'il reste de la paille malgré les seaux d'eau passés. Lui qui d'habitude est si consciencieux, n'a qu'une hâte. Terminer. Sortir de là, sortir de ce terrain miné. Et c'est comme ça que notre cerveau réagit au stress. Quand la pression monte, notre cerveau change de mode, sans vraiment prévenir. L'alarme interne s'active et l'amygdale prend les commandes. Elle court-circuite l'accès au cortex préfrontal, notre cerveau qui analyse, planifie, garde la tête froide. Et on passe en pilote automatique. L'information se simplifie. Les automatismes guident nos gestes. On évalue moins bien les risques et les priorités. Pas par impulsivité, par physiologie. Car après tout, nous ne sommes pas des surhommes et notre cerveau a ses limites. Lorsque le stress atteint son pic, notre jugement moral et éthique est altéré. Et c'est le cas de Vincent. Les points ne tiennent pas, mais tant pis. Il veut juste en finir. Pas parfaitement, pas comme il sait faire. Il bâcle. Une suture qui fera l'affaire. Mais elle ne fera pas l'affaire. La vache décédera quelques jours après l'intervention de Vincent. Vincent rentre chez lui, épuisé. Il est 5h30. Il s'écroule sur son canapé. Il se refait le fil de la nuit. Non, impossible. Il ne pourra pas aller travailler. Il prévient l'équipe et les informe qu'il n'est pas en état de venir ce matin. Dans sa douche, il éclate en sanglots. Les larmes arrivent enfin. Devant Michel, il fallait faire face, rester impassible et concentré. Le stress a eu au moins ça de bon, le maintenir focus sur son objectif, sans flancher. Sauf qu'une fois la pression redescendue, il s'effondre. Dans cette histoire, Vincent est ce qu'on appelle la seconde victime. Les premières victimes sont bien sûr la vache et le veau, même si Vincent n'aurait rien pu faire pour lui, et puis Michel, par ricochet, qui aura une perte économique. Mais Vincent aussi est impacté. Il s'est donné à fond, s'est levé au beau milieu de la nuit pour faire face à un éleveur qui ne lui fait pas confiance, essayer de sauver une vache qui ne coopère pas. Tout ça pour que le veau naisse mort et que la vache y passe quelque temps plus tard.
L'expression seconde victime a été introduite en médecine humaine en 2000 par Albert Wu. Elle désigne les soignants qui vivent mal un événement indésirable qui touche leurs patients. Cet événement est généralement vécu comme un échec dont on se sent responsable. Et cette culpabilité peut amener les soignants à douter de leurs compétences, à remettre en question toute leur expérience professionnelle. En d'autres termes, c'est l'échec qui colle à la peau. C'est ce qui se passe en ce moment pour Vincent. Il se sent responsable. Responsable de ne pas avoir empêché la vache de se coucher. Responsable de ne pas avoir bien suturé cet utérus. Responsable de ne pas avoir pu réanimer ce veau. Pour lui, c'est un échec. 4 ans de pratique, il devrait savoir gérer ces cas. Il ne supporte pas s'être laissé submerger par le stress. Il se revoit suturé, comme s'il était hors de lui. Peut-être que je devrais retourner faire un stage en Belgique. En faire à l'appel. J'y arrive plus, là. T'as tout oublié, mon Vincent. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais ressaisis-toi. T'as merdé. Et puis il se demande s'il sera encore capable d'exercer demain. Il se sent lâche d'abandonner ses collègues et de les foutre dans la merde. Pourtant, voyez, reconnaître son état à son équipe n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est sain. En demandant d'être remplacé pour sa chire de demain, Vincent a possiblement évité un nouvel accident, une 3e victime. Sa collègue Mathilde lui répondra d'ailleurs vers 7 heures. « T'inquiète pas Vincent, t'as bien fait. Je prends le relais sur les chirurgies de ce matin et surtout prends soin de toi. La santé avant tout. » À la clinique Beau Soleil, c'est la règle d'or. Si un collègue ne se sent pas en état, il faut qu'il l'exprime. Ça chamboule un peu les plannings et fait râler quelques clients, mais comme le rappelle souvent Mathilde, mieux vaut prévenir que guérir. Un peu cliché, mais c'est vrai. En tout état de cause, son état physique et mental ne lui permet pas d'être fonctionnel. Après un événement difficile, la première étape est de s'accorder une pause pour souffler et digérer ses émotions. Mais ça, il ne le sait pas encore. Pour l'instant, il est rongé par la culpabilité. La fatigue arrive d'un coup, comme s'il s'autorisait enfin à décompresser. Alors il sombre dans un sommeil lourd, même s'il sait que cette histoire n'est pas finie. La vache tiendra encore 3 jours, puis Michel finira par l'euthanasier. 8 jours plus tard, Vincent est assis au bar du coin, face à Mathilde. L'hiver est toujours aussi mordant, et malgré la chaleur de ce café qu'ils connaissent bien, Vincent a le ventre noué. Ils sortent de l'autopsie. Un vétérinaire chevronné, Jean, 35 ans de métier, a ouvert la vache, calmement, méthodiquement. Et le verdict est tombé, net. La vache est morte suite à une péritonite aiguë qui a pour origine une suture non étanche de la plaie d'hystérotonie. La responsabilité du docteur est donc engagée pour ce dommage. Bref, la suture n'a pas tenu, ce qui a créé une inflammation dans l'abdomen et entraîné la mort de la vache. Vincent est donc fautif, et l'assurance va indemniser Michel. Et ça, pour Michel, c'est la fin de l'histoire. Mais pour Vincent, c'est plus compliqué. T'as merdé, Vincent. Jean a eu beau lui dire que des péritonites, ça arrive, que la contamination par la litière et les torsions compliquent tout. Mais Vincent n'entend qu'une chose. Fautif. Alors, il tourne en rond dans sa tête. Et c'est là que Mathilde fait ce qu'elle fait le mieux. Elle l'empêche de se noyer dans la culpabilité. Ok, t'es responsable sur le papier. Mais ça, c'est une question d'assurance. Le but, c'est juste d'indemniser Michel, pas de te sanctionner, ok ? Quand un accident arrive, la première question qui surgit presque automatiquement, c'est qui ? Qui a merdé ? Qui est fautif ? Qui est responsable ? C'est humain. Notre cerveau adore les causes simples et les visages à désigner. Et c'est exactement ce que fait Vincent, en boucle, depuis 5 jours. Il cherche le coupable. Lui, Michel, la fatigue, la malchance. Pourtant, ce que dit Mathilde est profondément juste. En responsabilité civile, on ne cherche pas un coupable au sens moral. On cherche à réparer un dommage, pas à sanctionner le soignant. Elle répond donc à une question précise. Faut-il indemniser ? C'est une question importante pour Michel, mais ce n'est pas la question qui tourne en boucle dans la tête de Vincent. Comment faire mieux la prochaine fois ? Et pour y répondre, Mathilde lui explique un truc simple. Dans cette histoire, comme dans tous les accidents, il y a des menaces qu'on ne choisit pas.
La fatigue, un éleveur difficile, des tissus fragiles, la nuit, le froid, l'imprévu. Mais il y a aussi des barrières qu'on peut mettre en place. Les barrières, ce sont toutes ces mesures de sécurité qu'on applique avant que ça dérape, pour rattraper nos écarts ou atténuer les conséquences. Ouais, ce sont tous ces petits trucs et astuces qu'on apprend avec l'expérience, qu'on affine au fil de nos gardes et de nos boulettes. Les barrières peuvent être techniques, comme utiliser une pince pour rapprocher les bords de plaie et diminuer la tension sur la matrice. Ou encore décider de coucher la vache, volontairement, plutôt que de la laisser se coucher du mauvais côté. Ces barrières peuvent aussi être organisationnelles, comme exiger une litière propre avant de commencer, et imposer d'être 3 et pas 2, parce qu'à 2, quand l'un gère le veau, personne ne surveille la vache. En gros, poser le cadre, même face à Michel. Ces barrières peuvent aussi être individuelles, comme dans sa gestion du stress. S'autoriser 1 minute pour respirer et se recentrer, ou appeler un collègue à l'aide si on se sent vraiment dépassé. Aucune barrière n'est parfaite, mais si on en met plusieurs, il y en aura peut-être au moins une qui tiendra. Une barrière peut céder, un geste peut déraper, une décision peut être mal prise, mais quand plusieurs garde-fous sont en place, tout ne lâche pas en même temps. Et c'est ça la sécurité des soins. Ce n'est pas devenir infaillible, c'est créer suffisamment de barrières pour qu'une erreur ne se transforme pas en accident. Et ça s'apprend. Que vous travaillez en rural, en canine ou en équine, que vous soyez débutant ou expérimenté, des situations comme celle-là, on en traverse tous. Des moments où tout s'enchaîne mal, où on a l'impression que le sort s'acharne, et où, très vite, une petite voix s'installe. Pourtant, la plupart des accidents n'ont rien à voir avec les compétences. Ils ont surtout à voir avec les facteurs organisationnels et humains. Et c'est justement sur eux qu'on peut le plus agir. Mais à une condition. Arrêtez de chercher qui a fauté pour chercher à comprendre comment cela a pu arriver. Alors, chers auditeurs, saurez-vous passer du qui au comment ? C'est ce que je vais vous inviter à faire tout au long de cette saison. Vous venez d'écouter Tout au risque, le podcast qui parle de tout, vraiment tous les risques. Ce podcast a été produit grâce au soutien d'AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire. Un grand merci aux vétérinaires et ASV qui m'ont précieusement confié leurs témoignages. Ce sont eux qui ont inspiré les récits que vous venez d'écouter, que j'ai coécrits avec Alice Graine. Je les ai produits, Alice en a assuré la réalisation. Le mixage a été réalisé par Jonathan Koenig et les compositions originales sont signées Jello Verdeil. Vous l'avez compris, la sécurité des soins, c'est pas juste faire de belles sutures ou poser un diagnostic. C'est arriver à le faire bien, malgré la fatigue, malgré le stress, malgré les propriétaires mécontents, les attitudes des collègues, les interruptions de tâches. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe plein de méthodes et d'outils pour se simplifier la vie et limiter les risques. Je m'appelle Leïla Assagir, vétérinaire et consultante en gestion des risques médicaux. Et je vous les livre dans le Club Tout au risque, à travers des défis concrets à tester directement dans votre clinique et un espace d'échange avec moi pour obtenir des conseils personnalisés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et je vous dis à bientôt, soit dans le Club Tout au risque, soit pour un nouvel épisode, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.